maintenant ça marche. Désolé pour ça. Donc je m'appelle Alexandre Pujol, je fais une thèse sur les métadatas, sur comment masquer la fuite et empêcher la fuite des métadatas. Concrètement, je fais ça à Dublin, donc c'est pour ça que vous pouvez voir ici les différents logos des gentils sponsors qui payent et qui financent la thèse. Merci à eux. Mais plus concrètement, là, on va voir un peu ce que c'est les métadatas, pourquoi ça fait chier. On va essayer un peu de définir concrètement comment on peut faire pour empêcher la fuite de métadonnées, parce que c'est quelque chose d'assez récent en fait dans le grand public, ce que je vais présenter. Dans le domaine académique, ça fait 20 ans que ça existe, mais c'est pas encore fait pour la production, et ça va pas encore arriver en production avant quelques années, parce que, on va le voir, c'est pas encore prêt. Donc on va montrer comment, on va essayer de construire en fait un système qui empêche la fuite de métadonnées, et aussi on va essayer de collecter les métadonnées, parce que c'est intéressant de faire les deux à la fois. Voilà, donc d'abord un petit exemple. Donc comme je vous l'ai dit, je travaille à Dublin, donc ça, c'est à Dublin. Donc imaginez juste que c'est vous êtes à Dublin, en vacances à Dublin, vous prenez cette photo, une photo d'un bus à Dublin, vous en verrez plein comme ça, c'est relativement bateau, c'est tout à fait innocent, et ça ne dit strictement rien comme ça, juste sur vous. Vous envoyez cette photo à vos parents parce que elle est jolie, et après vous continuez votre voyage. Donc maintenant, quand vous continuez votre voyage, vous avez cette photo-là, c'est-à-dire ça, c'est le Cliff of Moher, donc de l'autre côté de l'Irlande. Vous trouvez que c'est joli, vous l'envoyez à vos parents. Ainsi de suite. Ça, c'est alors j'ai oublié tout le temps le nom de cette île, mais elle est assez connue dans les derniers Star Wars. Et donc aussi, c'est joli, vous l'envoyez à vos parents. Ces trois photos, indépendamment, elles ne valent pas grand-chose, à part d'être jolies, mais on s'en fout. Ça veut dire indépendamment, ça ne dit rien sur vous, à part que vous aimez les belles photos ou les trucs dans le genre. Maintenant, par contre, si vous êtes sur le serveur qui a reçu ces photos ou qui les a envoyées à vos parents après, ou à votre famille, on s'en fout, concrètement, le serveur, il va voir quoi? Il va voir que vous êtes allé à Dublin, vous êtes allé dans les Cliff of Moher, et au sud, ici, vous êtes allé sur cette île dans une galaxie assez éloignée. Et là, à partir de ça, il sait déjà que vous êtes allé à Dublin, vous avez fait du tourisme à Dublin, et ça a dû vous coûter bonbon, parce que c'est quand même un pays assez cher. Et donc, uniquement avec ça, on peut en déduire que vous êtes parti en vacances, que vous avez certains niveaux financiers et compagnie, sans même savoir exactement le contenu de la photo. Donc c'est un peu en fait le but de mon travail, c'est d'essayer de trouver comment on fait pour empêcher cette fuite de métadonnées. Donc concrètement là, les données, on s'en fout un peu. On va surtout s'intéresser aux métadonnées, parce que dans certains cas, comme sur cette photo ici, sur ces différentes photos ici, ça représente beaucoup plus de connaissances que simplement une photo d'un bus à Dublin ou d'une belle barre de rocher en Irlande. Donc, un peu, si on veut un peu formaliser le tout comme ça, ce qui va se passer concrètement, ça veut dire que sur le serveur, on va avoir un serveur qui va vouloir vous espionner. Donc que ce soit Google ou compagnie, ou que ce soit plus simplement un attaquant classique qui veut récupérer vos données. Il va vous espionner pendant longtemps sur ce serveur afin de récupérer le maximum d'informations possibles. Donc un exemple aussi qui est beaucoup moins anodin celui-là, si vous allez visiter un cancérologue, où on remarque, le simple fait de remarquer que vous avez des rapports avec ce cancérologue, ça permet de savoir que vous avez peut-être le cancer, ou en tout cas une forte probabilité d'avoir le cancer. Et comme en plus il s'agit d'un système médical, donc c'est-à-dire avec votre numéro d'identité sociale, le cancérologue il vous connaît et compagnie, vous n'êtes pas anonyme. Et vous ne serez jamais anonyme dans ce genre d'application, parce qu'en fait ça correspond à la vie réelle. Vous n'êtes pas anonyme avec vos parents, vous n'êtes pas anonyme avec votre docteur, vous n'êtes pas anonyme avec les impôts. Voilà, donc pour simplifier un peu quand même, pour l'instant on va
principalement travaillé sur du client-serveur classique, bête et méchant, mais pour ceux qui aiment bien les systèmes distribués et compagnie, il y a la même idée sinon. Donc, voilà, ça c'est le cœur en fait, ou plutôt les termes barbares et scientifiques, on pourrait presque dire, de ce que je vais vous présenter. Donc ça s'appelle Oblivious Random Access Machine. Donc Oblivious, ça veut dire inconscient en français. Hein. Et donc tout simplement, si vous voulez créer un serveur Oblivious, donc inconscient, à partir de ce moment-là, le serveur, il ne saura pas du tout ce que vous faites sur lui-même. Ça peut paraître un peu étrange comme ça quand même. Hein. Parce que le serveur, à la base, c'est quand même lui qui va vérifier que vous avez le droit d'accéder à certaines données. C'est lui qui va vérifier que vous avez le droit de partager certaines données, d'écrire, de lire sur certaines données. Et là, maintenant, on va enlever tout ça afin qu'il sache juste que vous avez fait un accès au serveur, sans savoir plus de choses, sans savoir moins de choses. Donc voilà, donc Oblivious Random Access Machine, c'est le nom scientifique. Concrètement, ça veut juste dire que le serveur, il sait rien. Donc, si on veut un peu définir ça de façon un peu formelle, d'une certaine manière, il faut un peu penser paranoïde, dans le sens où on ne fait plus confiance à personne, y compris au serveur. Mais quand je dis y compris au serveur, c'est pas juste, OK, quand vous chiffrez les données et que vous allez mettre sur un serveur, sur le serveur de Google, par exemple, c'est parce que vous ne faites pas confiance à Google, d'accord. Mais là, non seulement vous ne faites pas confiance à Google, mais en plus, vous allez faire en sorte que Google ne sache même pas quel type de données vous avez, quel type d'action, d'interaction avec ces données-là vous allez avoir. Donc c'est bien plus que juste chiffrer les données parce que vous ne voulez pas voir les données. Vous allez en fait rajouter un système qui permet de masquer les métadatas. Et donc, en tant que principal assumption, on pourrait dire, on va dire déjà que oui, le serveur, le gars qui est sur le serveur, que ce soit Google ou que ce soit un attaquant sur le serveur, il a tous les accès au serveur, parce que c'est Google, ou parce que généralement, quand on veut faire ce genre de choses, on est quand même une entreprise ou une team assez importante et que c'est tout à fait possible d'avoir un accès root à Google, vous le savez sûrement bien mieux que moi. Pas Google, mais à un serveur à un serveur. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas encore commencé à définir ce que c'était qu'une métadata. Donc métadata pardon, tout simplement, c'est assez simple en fait, les données sur les données. Donc là, jusque-là, ça va. Le problème, c'est que maintenant, si on veut vraiment arriver à masquer ces données sur les données, il faut arriver à comprendre comment elles interagissent entre elles et surtout sous quelle forme on peut les retrouver sur le serveur. Par exemple, vous avez donc différents types de métadonnées. Donc ça, c'est tout simplement la taille, l'adresse, le temps, etc., etc. Donc par exemple, à chaque fois que vous envoyez un message sur le serveur, eh ben, ce message, il a vous en tant que sender, il a un certain nombre de destinataires, il a une certaine taille, et il a un certain temps, timestamp, à partir du moment où vous l'avez envoyé. Donc ça, ce sont des différents types de métadonnées. Et après, on va voir comment elles peuvent s'agréger entre elles afin de révéler des datas ou ne pas révéler des datas. Donc un peu plus technique, par contre, après on a les classes de métadonnées. Donc ça, c'est assez basique d'une certaine manière, dans le sens que vous avez les métadonnées que vous pouvez toucher, c'est-à-dire littéralement le nom du fichier, l'adresse du fichier, la taille du fichier que vous pouvez déterminer en regardant le fichier, etc. etc. Mais ça peut se masquer, si vous êtes un peu paranoïde, ça peut se masquer assez facilement, du style, vous allez chiffrer toutes les données que vous avez sur le serveur, et basta, le nom du fichier, ça va être difficile de le récupérer, etc. etc. Et la date à laquelle vous avez récupéré ce fichier, etc., etc., ça va être assez difficile à récupérer. Maintenant, par contre, si on fait la même chose, mais on espionne la RAM, la mémoire RAM du serveur, là, le serveur, il doit avoir toutes ces données en clair. Parce que quand vous envoyez des données sur un serveur, il doit bien vérifier que c'est vous
Et donc, pour ça, il doit bien savoir que, OK, c'est bien cet identifiant-là, et le nom de l'identifiant, obligatoirement, il doit être en clair quelque part. Et le nom des destinataires, il doit être en clair. Et la date, c'est pareil. C'est obligatoirement qu'à un moment, ça va être en clair. Donc, c'est pour ça que c'est ici, en fait, où on va s'amuser à attaquer ça et à collecter toutes ces données-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste un peu pour rappeler un peu tout ce qu'on a. Donc, tangible metadata, classique, taille du fichier, nom du fichier, etc. Intangible metadata, tout ce qui, donc l'action, le fait d'envoyer la donnée, le fait de la recevoir la donnée. Et après, ici, tout ce qui est donc metadata pattern, c'est-à-dire que cette fois, ça va être la même chose, mais à travers le temps. Parce que ça nous intéresse énormément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une simple photo d'un bus à Dublin, on s'en fout. Une quinzaine de photos sur votre voyage dans différentes places en Irlande, c'est beaucoup plus intéressant sur vous. Voilà. Donc maintenant, comment on fait pour collecter ces métadonnées? Donc collecter, on va essayer quand même d'être un peu plus concret, parce que jusqu'à maintenant, j'étais assez formel. On va dire, OK, on travaille sur un serveur d'instance messaging du style XMPP, voilà. Mais concrètement, ça marche avec n'importe quoi. C'est juste parce que bon, on a quand même besoin de définir quelles sont exactement les métadonnées, etc. Après, c'est très intéressant de travailler sur l'instance messaging parce qu'il y a quand même beaucoup de métadonnées et pas beaucoup forcément de données. Par exemple, salut, comment ça va, et des trucs dans le genre, on s'en fout. Par contre, salut, comment ça va, souvent, c'est assez intéressant de récupérer ça. Et bien sûr, comme vous avez tendance à dire toujours bonjour au début d'une conversation, c'est pas très... Voilà. Donc maintenant, comment on récupère ces données? Donc on peut dire qu'il y a un peu deux options. Soit vous êtes Google, Facebook ou même votre propre serveur et vous-même qui espionne votre propre serveur, c'est-à-dire vous êtes the service provider. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Hein. Soit c'est votre logiciel, soit vous modifiez un logiciel open source et vous juste récupérez ces données-là quand elles arrivent dans votre mémoire RAM. C'est absolument trivial. Soit vous êtes l'attaquant, un attaquant sur le serveur, donc c'est pas votre serveur, et dans ce cas-là, vous allez pas si simplement que ça, espionner la mémoire RAM du process qui fait tourner le serveur. Et donc à partir de là, vous allez pas si simplement localiser en fait où se trouvent les données intéressantes et les récupérer et les écrire où vous voulez ou les exporter. Le but dans ces cas-là, vraiment, c'est juste d'espionner, pas de modifier ces données-là. Hein. Même si techniquement, vous pourrez le faire parce que vous avez un accès complet au serveur, mais ça ne vous intéresse pas. Après, voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de faire la suite. Mais concrètement, si vous espionnez comme ça un serveur classique, donc d'instance messaging classique, vous allez récupérer un certain nombre de types de métadonnées, donc l'ID, size, sender, receiver et le temps. Et ça va vous donner ce truc-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une flèche vers le haut, en fait, c'est un push. Donc vous allez écrire quelque chose. À chaque fois que c'est une flèche vers le bas, vous allez recevoir quelque chose. Et suivant la taille de la flèche, c'est la taille du message qui est plus ou moins grand, etc. etc. Donc comme ça, on voit assez bien que ça crée... c'est pas uniforme en fait. Alors qu'à droite, cette fois, c'est le même type de serveur, mais qui va être inconscient. Où là, cette fois, la seule chose que vous allez récupérer, eh ben, ça va être le temps. Et donc, c'est-à-dire la connaissance que oui, le serveur, il a eu un accès à un certain temps donné. Et donc, ça ressemble plus ou moins à un code barre. Et donc, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, dans le sens, d'un côté, vous avez énormément de données, et de l'autre, vous avez juste quelque chose de relativement uniforme. Voilà, donc maintenant, comment on fait pour créer ce type de serveur? Parce que c'est quand même le but de mon travail. Et on va voir, certaines solutions peuvent être assez simples, mais ça va vite devenir un peu plus complexe. Donc le truc le plus basique qui soit, à chaque fois que vous voulez accéder à une donnée, c'est-à-dire 1 mégabyte sur le serveur,
vous allez récupérer toutes les données du serveur, vous allez rechiffrer tout, vous allez tout recharger à chaque fois. Donc évidemment, c'est lent, c'est pas pratique, et ça sert à rien. Mais techniquement, oui, le serveur, après, il ne sait pas ce que vous faites dessus, parce qu'à chaque fois, vous envoyez, vous remettez à jour intégralement toute la database. Donc ça marche. D'un point de vue sécurité, c'est bon. D'un point de vue facilité d'utilisation, c'est pas terrible. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est, OK, est-ce qu'on peut faire la même chose un peu plus rapidement? Donc pour ça, on va un peu voir quelles sont les différentes méthodes, quelles sont les différentes métriques qui rentrent en jeu quand vous voulez accéder ou envoyer des données de façon inconsciente sur un serveur. Ce qui se fait souvent, donc, comme on a vu ici, le problème c'est que ça vous demande énormément de stockage sur votre client et ça vous demande énormément de bande passante. Pardon. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, ça va être réduire la bande passante, réduire le stockage sur le client et réduire aussi le temps de calcul sur le client quand il faut tout rechiffrer. Mais sinon, concrètement, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que à chaque fois que vous voulez accéder à une donnée, vous dites au serveur, OK, est-ce que vous pouvez m'envoyer ces 10 ou 15 blocs de données que vous décidez de façon aléatoire, hein. Le serveur vous les renvoie et après, vous accédez à votre donnée comme vous voulez et vous renvoyez tout rechiffré. Donc l'avantage là déjà, c'est que vous n'avez pas besoin de tout refaire à chaque fois. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut définir en fait sur quelle partie du serveur vous allez travailler. Et il faut faire en sorte que cette partie du serveur change de façon uniforme avec le temps. Parce que sinon, ça signifie que sur certaines parties, un attaquant va voir, ah, là, vous écrivez tout le temps sur cette partie-là ou tout le temps sur cette partie-là. Donc, il faut vraiment que ça soit uniforme avec le temps. Donc, pour ça, ce qu'on fait généralement, c'est, on dit, OK, parce qu'on aime bien les arbres en informatique, on dit, le serveur, il a une structure d'arbre qui est fixe. Hein. C'est pas... c'est fixé. Et donc, dans chaque nœud de l'arbre, on écrit un certain nombre de données. Et pour chaque donnée, on va dire, et le client va connaître cette information-là, on va dire, OK, je sais que mon bloc de données, il va être sur un certain chemin depuis la racine jusqu'à la feuille qui vous intéresse. Et ce qui fait que comme ça, vous allez télécharger en fait uniquement toutes les données qui sont sur ce chemin-là. Et une fois que vous avez accédé une première fois comme ça, vous décidez, OK, cette fois, on va changer le chemin de façon aléatoire. Et comme ça, à chaque fois que vous accédez sur des données, les données elles vont bouger sur le serveur de façon uniforme. Bon, ça déjà, c'est plus rapide. Le problème, c'est que c'est encore quand même assez lent. Assez lent, surtout parce qu'il faut quand même que vous téléchargez pas mal de données à chaque fois. Moins qu'avant, bien sûr, hein, mais quand même pas mal. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est, OK, le serveur, il est assez puissant maintenant, de nos jours, et donc on va essayer de faire en sorte qu'il exécute des choses pour nous. Et là, ça va commencer à devenir un peu exotique, parce que là, on a besoin de chiffrement homomorphique. Donc, je vais essayer de rester simple. Hein. Concrètement, le chiffrement homomorphique, c'est génial. Mais surtout, ça vous permet en fait de faire des opérations sur des chiffrés. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail des maths, même si c'est relativement simple ici. Mais l'idée, c'est que, par exemple, vous pouvez dire, OK, j'envoie que des messages chiffrés au serveur, chiffrés avec ce chiffrement homomorphique-là. Et après, d'ailleurs, ce serveur-là, il va s'amuser avec ces messages-là. Et en faisant des multiplications, en faisant des additions, ou ce qu'il veut derrière, il va créer un autre chiffré qui va être quelque chose. Lui-même ne sait pas ce que ça va être, mais nous, par contre, on va pouvoir le déchiffrer si on le télécharge.
Donc à partir de là, ça peut nous intéresser. Et donc c'est comme ça en fait qu'on construit une sorte de... On va pouvoir sélectionner exactement le bloc de données qu'on veut, uniquement en envoyant sur le serveur ici, donc B qui correspond à donc, un vecteur de sélection qui est chiffré. Donc vous voyez dedans, à chaque fois, c'est E de 0, E de 0 ou E de 1, juste pour là où vous voulez recevoir la donnée. Vous balancez la multiplication, c'est-à-dire ça va faire 0 fois le bloc de données ou 1 fois le bloc de données. Comme il n'y aura qu'un seul 1 à la fin, vous allez sommer tout ça et vous allez juste récupérer le bloc de données que vous avez. Chiffré 2 fois parce que c'est du chiffrement, on n'utilise que la loi additive parce que sinon c'est trop lent. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais le chiffrement morphique aussi, c'est lent. Mais c'est déjà mieux que ce qu'on faisait avant. Donc c'est pour ça quand même qu'on préfère ça. Donc ça déjà, c'est pratique parce que concrètement, maintenant, le serveur, il envoie juste la donnée qui nous intéresse et nous, en tant que client, la seule chose qu'on a besoin d'envoyer, c'est ce vecteur de sélection qui correspond juste à des 0 et des 1 chiffrés. Donc ça ne prend rien en place, donc c'est pratique. Bon, le problème, c'est que en 2018, si vous ne pouvez pas partager vos données, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc maintenant, il faut essayer de faire la même chose, mais en partageant les données. Et donc l'idée, c'est de faire pareil. En plus de votre vecteur de sélection qui permet de sélectionner ce que vous voulez, vous allez rajouter un vecteur de contrôle de droit d'accès qui va être exactement la même structure. Donc les maths changent un peu parce que vous rajoutez un truc dedans. Mais à la fin, vous allez récupérer exactement le bloc que vous voulez avec en plus le serveur aura fait de façon totalement inconsciente le contrôle d'accès dessus. Donc ça, c'est assez puissant. Le problème, c'est que, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà vu le problème comme ça, c'est que, ok, c'est le client qui envoie le vecteur de droit là au serveur. Donc si le client veut se mettre qu'il a les droits partout, il peut. Et comme ça, il a accès à tout. Donc ça, c'est pas suffisant en fait. Il faut rajouter quelque chose pour être sûr que ce vecteur de droit d'accès est légitime et n'est pas changé par le client comme il veut. C'est là où ça va devenir un peu moins drôle, parce qu'en gros, la solution qui est présentée ici, elle n'est pas géniale. Parce que ça demande en fait un serveur tiers de confiance. Et vu l'attaqueur modèle que je vous ai présenté avant, vous ne faites pas trop confiance au serveur tiers, par définition, qui va donc stocker en fait tous ces access rights, donc tous ces droits d'accès pour toutes les données que vous voulez. Concrètement, en fait, à l'initialisation de la donnée, c'est le propriétaire des données qui va initialiser ce truc-là. Et après, avec une autre baguette magique qui s'appelle la signature en caméléon, ou le hash en caméléon, en fait, on va permettre au serveur de confiance de modifier les droits d'accès après chaque accès. Tout simplement, en fait, parce que la signature en caméléon, c'est donc à la base un système de hash classique, mais qui dispose d'une secret key, donc d'une clé secrète. Et si vous donnez cette clé secrète à ce serveur de confiance qui va gérer les authentifications, il va être capable de rapidement trouver des collisions et ainsi, en fait, de changer le message que le propriétaire de données va signer sans changer la signature. Donc comme ça, on conserve que c'est bien, la signature reste la même, mais vous pouvez changer les données que vous signez. Et donc, ça permet de mettre à jour assez régulièrement les droits d'accès. Mais bon, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible. Et non. C'est quand même pas terrible. Et pour l'instant, il n'y a pas de meilleure solution que ça. Mais en plus de ça, l'homomorphic encryption, c'est sympa aussi, c'est très prometteur, mais ça reste encore assez lent. Ce qui fait que c'est pas
ce que je vous ai présenté là, vous ne pouvez pas le télécharger sur GitHub et l'installer. Il existe des systèmes, Oblivious et compagnie. Mais ça sert avant tout à faire du test, à s'amuser et à faire de la recherche. Ce n'est pas du tout prêt maintenant pour l'utilisation et la mise en production. En plus, là, bon, je vous ai présenté principalement mon travail, mais ce ne sont pas les seuls systèmes inconscients qui existent. D'autres sont un peu mieux au niveau de la gestion des droits d'accès, d'autres sont un peu moins bien au niveau de la gestion des données et de votre bande passante et compagnie. Donc il existe énormément de solutions. Aucune n'est satisfaisante. Toutes sont nulles à un certain niveau. Et c'est quand même assez un peu problématique en fait. Parce que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ben, les attaques, elles existent derrière. Non seulement les attaques, elles existent, mais en plus, elles sont pas si complexes à mettre en œuvre et elles peuvent vous donner énormément d'informations sur les utilisateurs. Par exemple, c'est un peu le business model de WhatsApp hein, quand même. Donc, ma conclusion, c'est ça. Vous avez un système où il y a énormément d'attaques dessus. C'est très facile et très rentable d'attaquer. Mais en 2018, il n'y a pas de solution. Merci. Si vous avez des questions, comme j'ai pris un peu moins de temps que prévu. Levez la main. Ah. Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport à ce que vous présentiez. Je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez présenté, est-ce que la blockchain, où se situe la blockchain entre ce que vous étudiez ou votre thèse, ce que vous êtes en train de faire, et la blockchain? En quelques mots, ça n'a aucun rapport. Parce que là, en fait, sur ce que j'ai présenté, c'est avant tout une architecture client-serveur. C'est-à-dire, c'est vraiment, vous avez votre serveur de WhatsApp, Signal, n'importe quoi. Vous communiquez juste avec lui. Et même si vous ne lui faites pas confiance, vous n'avez que lui dans la chaîne. Et donc, vous n'avez pas de chaîne, en fait, parce qu'il n'y a que lui. Donc oui, donc c'est aucun rapport. En fait, j'essaie juste de savoir si la logique pourrait amener à arriver une blockchain dans ce système. Voilà. Alors, comme ça, à la mode en ce moment, la blockchain, oui, j'y ai déjà pensé. Le truc, c'est que, comme à la base, c'est totalement différent, et surtout, c'est même plus que totalement différent, c'est vous ne voulez pas faire la même chose. Avec la blockchain, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'abord. Enfin, quand il s'agit de stocker vraiment des données, hein, c'est pas fait pour. Quasiment tout est public, sauf dans certains cas particuliers de crypto-monnaies très spécifiques. Donc, alors que là, ce que vous voulez, c'est stocker quand même une certaine quantité de données et quand même que rien ne soit public, même y compris pour le serveur. Donc, je ne parle même pas d'un certain réseau qui correspond à la blockchain, etc., où il faudrait que personne ne soit au courant de quelque chose. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Et à mon avis, ce n'est pas du tout compatible, carrément. On ne pourrait pas avoir une logique autour de ça? Je pense pas. D'autres questions peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Alors, j'avais une question, c'était par rapport en fait plutôt une question orientée renseignement cyber.
les données accessibles, les images accessibles sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux font une forme de nettoyage. Est-ce que c'est possible de récupérer ces métadonnées-là ou pas? Peut-être, mais c'est pas du tout ce travail-là. Parce que, en fait, je veux dire, sur les réseaux sociaux, tout ce que vous mettez à la base, c'est public. Alors que là, le premier point, quand même, c'est on parle de conversation privée, et donc quelque chose qui sera jamais public. Mais même d'une certaine manière, à partir du moment où vous mettez quelque chose de public, eh ben, ça ne rentre plus du tout dans le cadre ouais, de ce travail. Merci. En fait, c'était surtout orienté renseignement cyber. C'est pour voir jusqu'à quel point on peut exploiter les données en source ouverte, mettons comme sur des images, à quel point on pourrait exploiter les métadonnées qui sont publiées par exemple sur Facebook, que Facebook efface, mais est-ce qu'après on peut les récupérer et les exploiter? Oui, donc là maintenant j'ai compris votre question. Par contre, j'ai pas la réponse. Parce que c'est pas mon travail. Et j'ai pas les données, c'est pas mon but de... Ce que j'essaye de faire là, c'est juste de montrer qu'on peut récupérer énormément de métadonnées et de montrer comment on peut créer des systèmes pour empêcher cette fuite. Mais travailler avec ces métadonnées, récupérer véritablement de l'information, ça, c'est pas mon travail. Parce que c'est plus du tout le même domaine en fait, de l'informatique. Donc je sais pas. Juste une petite question. Pardon. Peut-on épurer, par exemple, en prenant une photo comme celle que vous avez montrée à Dublin, et par contre, complètement l'épurer de ces métadonnées avant de l'envoyer sur un serveur ou avant de l'envoyer aux parents, par exemple, pour éviter effectivement qu'il y ait de la géolocalisation, qu'il y ait des informations sur l'appareil lui-même et un certain nombre d'informations qui peuvent être compromettantes par la suite? Eh bien non, en fait. Parce que le simple fait d'envoyer... Mettons que votre fichier n'a pas de nom, n'a pas de nom et que vous êtes plus ou moins anonyme. OK. Mais derrière, quand même, le simple fait d'envoyer cette photo, vous allez envoyer un paquet à votre serveur. Ce paquet, il va avoir une taille, il va avoir une date, et c'est ça qu'on va récupérer. Et donc à la fin, même si vous nettoyez comme vous le pouvez vos données, le simple fait de les envoyer, ça génère des métadonnées. C'est ce que j'appelle ici les métadonnées intangibles, parce qu'on ne peut pas les toucher justement. Et donc le simple fait d'envoyer quelque chose, à chaque fois que vous envoyez quelque chose, vous générez des métadonnées. Et ça, c'est pas possible de nettoyer, c'est pas possible de les chiffrer. Et la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est de les masquer avec ce genre de construction. Il y a une question là-bas. Donc, du coup, j'avais une question par rapport à votre système vous disiez qu'il était lent. Est-ce que au niveau puissance de calcul, au niveau des processeurs ou de la mémoire, est-ce qu'on peut le mettre en du tout? Non. D'accord. Non, c'est-à-dire que pour la recherche pure et dure, si vous voulez vérifier les performances d'un système par rapport à un autre, oui, bien sûr. Mais dans la vie réelle, non. Parce qu'en plus, dans la vie réelle, il faut quand même gérer les droits d'accès et compagnie, et là, ça devient encore un peu plus compliqué, ce qui signifie encore un peu plus lent derrière. Donc ça veut dire non aussi parce que déjà, si c'est lent pour quelques utilisateurs, ça ne va jamais passer à l'échelle. Parce que aussi, il faut le dire, à l'heure actuelle, comme on n'arrive déjà pas à faire des trucs rapides pour 2 ou 3 utilisateurs, faire des trucs rapides pour 1 million d'utilisateurs, c'est même pas le sujet pour l'instant. Parce que du coup, c'est plus côté serveur ou client en fait? Ça dépend des protocoles en fait. Les premiers que j'ai montrés, le serveur c'était juste un disque dur externe techniquement. Par contre, à partir du moment où vous utilisez du chiffrement homomorphique, là par contre quasiment tout se passe sur le serveur, puisque c'est le serveur qui va exécuter les opérations de chiffrement homomorphique afin de récupérer de façon inconsciente les données.
qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait. Donc, on va... Alors, tout d'abord, bravo, l'applaudir. Merci Alexandre. Bravo.